Euh, Chers panélistes, chers spectateurs, bonjour. Bienvenue à cette activité organisée par la Task Force Média et SSC Droit et Santé sexuelle et reproductive en Afrique francophone avec le soutien et l'accompagnement de l'AS et du Audace, Organisation pour le dialogue pour l'avortement sécurisé en Afrique francophone. Alors, cette activité s'inscrit dans le cadre des célébrations en différé de la journée internationale de la lutte contre les mutilations féminines et de la journée mondiale de la justice sociale célébrée respectivement les 6 et 20 février dernier. Alors, le thème de cette activité, de ce webinaire, est intitulé comme suit: Justice sociale et droits des femmes, briser le silence sur les aspects négligés des DSSR mutilations, des DSSR notamment mutilation génitale féminine et avortement sécurisé. Alors, quel est l'objectif de ce webinaire? C'est d'amener les organisations de défense des droits humains, les professionnels des médias, les activistes et les producteurs de contenu médiatique à s'engager pleinement en faveur de l'élimination des mutilations génitales féminines et de l'accès à l'avortement sécurisé en Afrique francophone pour une véritable justice sociale afin de sauver des vies. Quelques chiffres très rapidement. D'après l'UNICEF, plus de 230 millions de filles et de femmes sont touchées aujourd'hui par les mutilations génitales féminines et 27 millions de filles supplémentaires risquent d'en être victimes d'ici 2030 si rien n'est fait. Face à cette situation, il est vraiment urgent d'accélérer le rythme à travers le renforcement des alliances et la création de mouvements pour mettre fin à ce phénomène. Outre les mutilations génitales féminines, nous avons également l'avortement clandestin ou dangereux, qui est aussi un véritable problème de santé publique auquel se trouvent confrontés plusieurs pays, notamment en Afrique, et cela constitue indéniablement l'une des principales causes, mais évitables, de décès maternels et de morbidité. En Afrique, un avortement sur 4 est pratiqué dans de mauvaises conditions et dans de bonnes conditions tant que moi, c'est-à-dire par un prestataire qualifié qui satisfait aux normes médicales. Pourtant, une cinquantaine de pays ont ratifié le protocole de Maputo, qui est le premier traité panafricain à reconnaître expressément l'avortement comme un droit humain dans des circonstances telles que l'agression sexuelle, le viol, l'inceste, les anomalies fœtales mettant en danger la vie du fœtus et la poursuite de la grossesse, mettant en danger la santé mentale et physique de la femme pour sa vie. Malgré tout ça, il est observé que dans certains pays, certaines lois sont en contradiction avec ce protocole et cela ne permet pas l'avortement dans aucun cas, alors que l'application de ce traité pouvait quand même réduire ces avortements sécurisés. L'un dans l'autre, aussi bien l'avortement sécurisé que les mutilations génitales féminines posent un problème de justice sociale qui repose entre autres sur l'égalité d'accès pour tous aux soins de santé, la dignité, le respect et la promotion des droits humains. C'est-à-dire, cela suppose donc une société où chacun peut exercer librement et pleinement ses droits. C'est dans ce contexte que la Task Force média du SSR en Afrique francophone a initié ce webinaire pour identifier avec nos experts les stratégies efficaces de plaidoyer pour accélérer l'élimination des mutilations génitales féminines d'ici à 2030 et l'accès à l'avortement sécurisé en Afrique francophone. Alors, la task force est une... parce que là, beaucoup se demandent, ben, la task force, c'est quoi? La task force, c'est une plateforme qui a pour ambition d'apporter des changements dans la façon dont les thématiques ayant trait au DSS sont abordées dans les médias. Également,
Elle agit comme un levier de plaidoyer stratégique, notamment par l'organisation d'événements comme ceux-ci et également des lobbying auprès des décideurs pour soutenir les DSSR. Ainsi, sa mise en place marque un tournant dans la promotion des droits des femmes et de la santé sexuelle et reproductive dans la région, dans notre région. Par ailleurs, cette task force appuie le mouvement Audace et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs. À date, elle regroupe plusieurs pays, notamment le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Sénégal et le Tchad. La coordination est assurée par le Bénin. Et je voudrais vraiment remercier tous les membres de la task force ainsi que les membres de la coordination pour leur accompagnement, leur soutien d'effectifs. Également, les membres du mouvement Audace pour son accompagnement dans l'aboutissement heureux de ce projet. À vous, chers panélistes, merci pour votre disponibilité et votre engagement pour la promotion des DSSR. À vous, chers spectateurs, chers participants, merci. Je nous souhaite une future discussion. Vive la task force média DSSR, vive le centre de classe. Je vous remercie. À présent, nous allons ouvrir le débat et donner la parole à présent à Monsieur Giscard Adjako, qui est le modérateur de cette Alors, activité. bonjour à tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, en vos grades et qualités respectives. Je voudrais vous saluer, vous remercier de votre présence à ce webinaire. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Ben, ce webinaire s'organise dans le cadre des activités de Task Force Média DSSR et a pour thème justice sociale et droits des femmes. Briser le silence sur les aspects négligés des DSSR, à savoir les mutilations génitales féminines et les avortements sécurisés. D'accord? Et dans ce panel, nous avons des intervenants que je m'en vais directement vous présenter. Nous avons Monsieur Landry Angelo Adelacun. Il est juriste et consultant en droits humains. Il nous vient du Bénin. Bonjour, Monsieur Landry. Bonjour, chers modérateurs, bonjour, chers participants et organisateurs de ce webinaire que j'estime très plaisant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nous avons Madame Muriel Edouard. Elle est militante engagée pour les DSSR, rédactrice en chef à la nouvelle chaîne ivoirienne et elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Madame. Bonjour, modérateur, M. Giscard. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire et je sais que je vais apprendre beaucoup de choses et vous aussi. D'accord, merci beaucoup, madame. Nous avons M. Dieudonné Toubetor. Il est médecin certifié santé sexuelle et reproductive et droits humains et droits connaissent plutôt. Il nous vient du Bénin. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Giscard. Bonjour, chers participants. Merci pour l'occasion que vous nous donnez vraiment d'opiner sur des thèmes aussi cruciaux. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons madame Laurence Arissou. Elle est directrice exécutive de solidarité et initiative pour un développement durable, CID ONG. Elle est spécialiste des CSR et elle nous vient également du Bénin. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Giscard Adjako. Bonjour à toutes les participantes et à tous les participants. On espère que de très belles réflexions vont jaillir de ces échanges. Merci beaucoup à vous, madame. Nous avons Monsieur Abdou Aziz Madiang, et lui, il est spécialiste en plaidoyer sur les DSSR, et lui, il nous vient du Sénégal. Bonjour, Monsieur Aziz. Bonjour, Giscard. Bonjour, chers panélistes. Merci beaucoup de nous avoir associés à cette belle initiative et j'espère que ça sera très utile pour tous les participants à ce panel-là. Merci. Merci infiniment à vous. Alors, pour pouvoir commencer ce panel, nous allons commencer par Monsieur Landry Angelo Adelacun.
qui va essayer de nous apporter quelques clarifications sur les questions que nous allons lui poser maintenant et tout de suite. Alors, Monsieur Adelakou, pouvez-vous nous définir la mutilation génitale féminine d'un point de vue juridique et en quoi elle consiste en une violation des droits humains? Merci beaucoup, Monsieur Giscard Diaco. C'est un plaisir pour moi, comme je l'ai dit. Et d'entrée, je voudrais commencer par faire remarquer que nous allons évoquer deux angles de définition. D'abord, une définition qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé et une autre qui est celle que nous allons trouver dans la législation, dans la loi. La première définition nous enseigne que l'on peut comprendre par mutilation génitale toute atteinte ou ablation partielle ou totale de tout ou d'une partie des organes génitaux à des fins autres que thérapeutiques. Ça, c'est ce que l'OMS nous enseigne et qu'on pourra voir dans d'autres présentations selon les types. Il y a 4 types notamment. Et si nous nous référons à ce que dit la loi est restée dans le même sens que la définition de l'Organisation mondiale de la santé, en nous enseignant tout simplement que mutilation génitale, c'est l'ablation totale ou partielle des organes génitaux externes ou la lésion des organes génitaux externes pratiquée pour des raisons qui peuvent être culturelles, religieuses ou toute autre raison non thérapeutique. Et le lien entre les deux définitions, c'est que nous parlons d'ablation, d'atteinte, c'est que nous disons que la raison qui conduit à cette mutilation-là est tout sauf thérapeutique, donc qui peut être justifiée par des considérations religieuses et autres. Dès lors que nous avons cette définition-là, nous allons nous rendre compte après aussi que quand il s'agit de ces genres de définitions, il y a ce que nous appelons l'approche basée sur les droits humains, qui évoque un certain nombre d'éléments, notamment les questions de confidentialité, de dignité surtout, c'est ce qui va nous intéresser plus ici, de respect de la vie privée, de la qualité des soins et bien d'autres que nous allons voir tout à l'heure. Donc nous nous rendons compte que à travers cette définition, il y a que nous nous mettons aux antipodes de la dignité humaine, nous nous mettons aux antipodes du respect du corps humain, nous nous mettons aux antipodes du respect de la santé des individus ou des femmes qui sont objets de ces genres de pratiques-là. Dès lors que ces éléments-là sont réunis, nous sommes bel et bien en présence d'une atteinte ou d'une violation aux droits fondamentaux de la personne humaine. Donc, vous vous rendez compte que c'est un peu cela. Après, on pourra revenir plus amplement quand on aura d'autres préoccupations par rapport à cela. Je ne veux pas être trop long pour le moment. Je vous remercie infiniment pour votre définition qui est assez claire. J'espère que nos participants prennent bonne note parce que tout à l'heure, nous aurons la session de questions-réponses qui va permettre à tous nos participants de pouvoir bien comprendre les concepts si en temps ils n'ont pas bien saisi ce de quoi nous parlons. Alors, selon le cadre juridique, je suis toujours à vous, monsieur Landry. Selon le cadre juridique international, comment l'avortement sécurisé est-il protégé ou restreint? Merci beaucoup. Pour parler du cadre juridique et de ce qui est fait, il faut constater qu'au niveau international, nous avons des instruments juridiques pertinents qui encadrent le domaine. Et tout comme ces instruments juridiques internationaux appellent à la mise en place de mécanismes de protection des droits humains de façon globale et surtout des droits de la femme en particulier également. S'agissant donc des instruments juridiques au niveau international, nous allons évoquer des instruments juridiques qui ont dit internationaux. Nous sommes à l'échelle des Nations Unies et aussi au niveau régional, nous sommes à l'échelle des continents. Donc, au niveau international, vous allez voir que le premier texte qui, de façon globale, encadre ces genres de questions, c'est d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et particulièrement dans le domaine qui est le nôtre, nous allons convoquer d'autres instruments juridiques, notamment la CEDEF, qui n'est rien d'autre que la Convention sur l'élimination des discriminations faites à l'égard des femmes. Nous allons convoquer également la Convention sur les droits de l'enfant, qui sont des instruments juridiques phares quand il s'agit de la protection des questions liées aux mutilations génitales ou encore à l'avortement sécurisé. On pourrait revenir aussi dans les détails, comme je le disais. Et au niveau régional, surtout, à l'entame, M. Ben le disait déjà, que le texte phare que nous avons en ce qui concerne l'avortement sécurisé, on le connaît, mais avant cela, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
qui est l'instrument juridique phare, l'instrument protecteur des droits humains sur le continent africain. Et par la suite, nous avons le protocole, qui est le protocole, et je vais dire, qui est le texte qui se greffe à cette charte-là, c'est le protocole de Maputo, donc protocole portant droits des femmes en Afrique, qui est cet instrument majeur qui parle, qui traite des questions à la fois de mutilation génitale, de violences faites aux femmes et d'avortement sécurisé et bien d'autres questions, et même de la participation politique des femmes. Donc, l'avortement sécurisé a été déjà prévu dans ce protocole-là en disant que dans des conditions claires, notamment en ce qui concerne l'inceste, le viol ou encore lorsque la grossesse peut porter une insécurité du point de vue de la santé et de la femme ou même de l'enfant, et l'on peut recourir quand même à l'avortement sécurisé. Donc, voilà les instruments qui ont été mis en place. C'est entre autres instruments. Et au niveau des mécanismes, je le disais également, nous avons les mécanismes à l'échelle des Nations Unies. Il s'agit des différents outils ou moyens mis en place par le système international de protection des droits de l'homme. Et donc, vous avez le Conseil des droits de l'homme, vous avez un élément phare aussi que nous allons voir après, c'est l'examen périodique universel, ce sont les différents examens devant les comités de traité des Nations Unies, notamment le comité sur les droits de la femme. Le Bénin, notre pays, a été évalué en octobre dernier sur ces questions-là, où d'ailleurs notre organisation a soumis également un rapport dans ce cadre. Et au niveau régional, vous avez une juridiction phare, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est compétente également pour veiller au respect de toutes les dispositions des instruments juridiques adoptés en Afrique et hors de l'Afrique, c'est-à-dire à l'échelle des Nations Unies. Et aussi au niveau communautaire, vous avez la Cour de justice de la CEDEAO. Et en plus de ces instruments-là de protection en ce qui concerne l'avortement sécurisé, les mutilations génitales, vous avez la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et maintenant, vous avez aussi les rapporteurs spéciaux. Et ce sont assez d'instruments qui ont été mis en place. Donc, c'est pour vous dire qu'en 2 temps, la protection, elle est faite du point de vue de la mise en place ou de l'adoption, de la ratification des instruments juridiques pertinents, du point de vue de la mise en place et de l'appartenance à des mécanismes de protection qui sont des mécanismes précis. Donc, voilà un peu ce que je peux aussi dire de façon un peu brève. À vous entendre, monsieur Adelacon, on comprend clairement que l'avortement sécurisé ne doit plus être un sujet tabou, parce qu'on sait que sous nos cieux, actuellement, c'est carrément impensable. Et j'espère bien que les femmes vont faire bon usage de ces instruments-là qui existent déjà. Et franchement, merci beaucoup pour vos apports et clarifications. Alors, quels sont les principaux défis juridiques que rencontrent les femmes pour accéder à un avortement sécurisé? Merci bien. Les défis sont globalement au nombre de 2. Nous avons des défis liés à l'effectivité des prévisions légales et nous avons également des défis liés à l'effectivité des mécanismes institutionnels qui sont mis en place. En ce qui concerne le premier défi, qui est un défi aussi global et large dans lequel on pourrait trouver plusieurs éléments, nous allons prendre un élément phare. C'est au niveau de la lisibilité de la législation. Vous avez des tests, par exemple, dans certains États, qui limitent ou carrément qui verrouillent l'accès à l'avortement sécurisé aux femmes. Vous avez des tests qui autorisent l'accès à l'avortement sécurisé, mais qui en même temps, c'est-à-dire prévoient des dispositions qui ne permettent pas la pleine accessibilité à l'avortement sécurisé. C'est pour cela que nous parlons de défi de lisibilité. Il faut qu'il y ait des tests qui ouvertement reconnaissent aux femmes l'accès à l'avortement sécurisé conformément aux dispositions du protocole de Maputo et de tous les autres instruments juridiques pertinents. Il faut que les tests soient suffisamment clairs pour que nous puissions lever un certain nombre d'obstacles relativement, nous allons le voir tout à l'heure dans la poursuite certainement de nos propos, relativement à d'autres questions que nous avons déjà évoquées qui vont venir. Donc, il y a ça. Donc, le défi, il est là. Il nous faut des tests qui reconnaissent, qui autorisent. Il faut que les tests soient clairs. Il faut que les tests ne portent pas en eux-mêmes des germes d'exclusion ou de verrouillage d'un certain droit, notamment le droit à l'avortement sécurisé. Ça, c'est ce qui concerne les prévisions légales également. Et ces prévisions légales-là doivent plus s'attacher au standard international de protection des droits des femmes, notamment en ce qui concerne l'avortement sécurisé, les mutilations génitales, parce qu'il y a aussi après les réalités sociologiques qui s'en prennent le pas. Et après, sur le second élément,
qui est relatif à l'effectivité des mécanismes traditionnels. Nous avons assez de mécanismes qui sont prévus dans certains États, mais l'effectivité pose problème. Alors, il faut pouvoir aller au renforcement de capacité des acteurs qui interviennent au niveau des structures mises en place par l'État. Qu'il s'agisse des juridictions, parce que les textes sont prévus des juridictions spécialisées, qu'il s'agisse des structures non juridictionnelles, parce que des textes sont prévus des structures non juridictionnelles, il faut pouvoir aller à la précision ou à une politique où il est prévu le renforcement de capacité, la spécialisation surtout des acteurs qui animent ces juridictions-là, parce que les juridictions sont déjà prévues par la loi, mais il faudrait que la loi puisse prévoir également la spécialisation des acteurs qui sont recrutés pour animer ces différentes structures qui peuvent être des structures étatiques non juridictionnelles ou juridictionnelles. Et aussi, un grand élément, c'est au niveau donc, de l'accessibilité aux services, donc les plateaux techniques. Il faudrait que la loi puisse travailler à ce que l'on aille vers plus la démocratie locale en ce qui concerne même la question de l'abonnement sécurisé pour remettre la gestion, par exemple, ou la responsabilité des plateaux techniques, non pas seulement à l'État central, mais aussi à l'administration déconcentrée ou délocalisée ou décentralisée, surtout, pour que les autorités, les cliniques, les centres de santé qui doivent intervenir dans le champ d'action de l'abonnement sécurisé puissent avoir le minimum en ce qui concerne les moyens donc, pour pouvoir réaliser ces services-là. Donc, nous pensons que cela peut être déjà prévu dans les tests afin que nous ayons des tests un peu plus harmonisés qui respectent un peu le standard international. Voilà ce que je peux dire. Alors, Monsieur Landry Adelacon, merci infiniment. C'est assez clair hein, votre intervention. Et je voudrais vous demander de façon très brève, comment les législations nationales peuvent-elles mieux protéger les femmes contre les mutilations génitales féminines et garantir l'accès à l'avortement sécurisé, tout en respectant les standards internationaux des droits humains? Oui, déjà que l'on prend connaissance du standard international des droits humains, il faut savoir qu'il est important que le cadre institutionnel que les États ont puisse s'aligner sur les exigences du standard international. C'est le premier élément. Donc, le renforcement du cadre légal et institutionnel, donc cadre institutionnel et cadre légal, les instruments que nous avons en termes de loi, de tests réglementaires. Et aussi, c'est au niveau de la mise en œuvre des recommandations issues des différents mécanismes de protection des droits humains. Nous avons parlé des mécanismes tout à l'heure. Alors, sur le premier élément, il faut veiller surtout, comme on le disait, à l'allègement du verrou lié, par exemple, à la promotion de l'IVG. Dans certaines législations, quoique reconnaissant le droit à l'avortement sécurisé, d'accès à l'avortement sécurisé, il est aussi prévu une disposition pénale qui fait que tout agent qui se hasarde à aller vers ce qu'on aurait considéré comme étant la promotion de l'interruption volontaire de grossesse est passible de peine d'emprisonnement. Cela apparaît donc comme une menace aux agents qui interviennent dedans, alors même que nous avons des besoins de sensibilisation, d'éducation, de formation sur les questions d'avortement et sécurisé. Donc, c'est très important qu'on puisse régler cette question-là. Et aussi, au niveau des sanctions, en ce qui concerne bien sûr le cadre légal et institutionnel, au niveau des sanctions, il faudra voir, dans certains États, les sanctions sont moins sévères, mais dans d'autres, elles sont vraiment sévères et respectent le cadre institutionnel et légal international. Il faudra aussi corser les sanctions au niveau administratif surtout. Et là, les législations dans certains États ont pris en compte ce volet-là, mais il faudra pouvoir le renforcer parce que c'est à ce niveau-là que nous voyons plus les questions liées peut-être au défaut de responsabilité de certains agents et autres. Donc, il faudra pouvoir renforcer cela. Et enfin, au niveau de la mise en œuvre des recommandations, il faudra que les États s'engagent davantage à respecter les recommandations qui sont issues, nous l'avons dit, de l'EPU pour ceux qui nous suivent. L'EPU, c'est le mécanisme phare du Conseil des Nations Unies en ce qui concerne l'évaluation de la santé des droits humains à travers le monde, donc dans tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit de l'examen périodique universel qui a lieu tous les 4 ou 4 ans et demi. Et la CEDAW, c'est le comité qui s'occupe des questions de droits de la femme relativement à la CEDAW, bien sûr, à la CEDEF en français.
comité sur l'élimination des discriminations faites à l'égard des femmes, pour l'évaluation des droits des femmes. Je l'ai dit dans mes propos liminaires que nous avons soumis des rapports récemment en octobre. Donc, il faut prendre connaissance de ces rapports-là. Les États s'engagent à les mettre en œuvre. Les États doivent le faire. Au niveau de la CADHP, c'est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un mécanisme africain devant lequel les États, notamment notre État aussi, le Bénin, soumettent des rapports par rapport à l'état des lieux ou à l'état de mise en œuvre, à l'état de respect des dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du protocole de Maputo relativement à la protection des droits des femmes en Afrique. Donc, si nous voulons davantage mettre en œuvre et comment on appelle, l'accès à l'avortement ou encore éviter, lutter contre les mutilations génitales, nous avons juste deux éléments, c'est le renforcement du cadre légal et institutionnel, c'est la mise en œuvre des recommandations que nous recevons en tant qu'État libre ayant adhéré à une communauté de principes et de valeurs à l'échelle continentale et internationale. Donc voilà un peu ce que nous avons à faire. Il s'agit donc d'une responsabilité de l'État parce que l'État en réalité, quand il s'agit des questions de droits humains, l'État a trois obligations. L'obligation de protéger, de respecter et de mettre en œuvre. Donc voilà ce que je peux dire. Merci à vous, Monsieur Adélakon. Je vois dans le chat Monsieur Faranfa Mbaki qui a soulevé un point très important. Je voudrais bien lui demander de bien patienter, de rester toujours dans ce webinaire afin de pouvoir poser sa question quand on sera dans la session des questions-réponses. Merci beaucoup à vous, Monsieur Adélakon, très brillante présentation. Nous allons aborder un autre point maintenant et écouter notre panéliste. Il s'agira ici de Madame Laurence Arissou. J'espère qu'elle est toujours avec nous. Bonjour Madame, encore une fois. Bonjour Monsieur Giscard, je vous reçois 5 sur 5. Super, merci beaucoup à vous. Alors, quelles sont les stratégies de communication les plus efficaces pour sensibiliser les communautés aux dangers des mutilations génitales féminines et l'importance de l'avortement sécurisé? Merci beaucoup. Alors, déjà, il convient de lever un coin de voile sur le fait que plusieurs aspects encore négligés sur lesquels on doit faire la lumière, parlant par exemple de l'accès à l'information des femmes en milieu rural. Et qui dit accès à l'information parle de l'accès aux services de santé reproductive et de la stigmatisation, pour ne pas aussi oublier d'aborder le silence autour de l'avortement. Alors, parlons des différentes stratégies de communication. Je dirais qu'il faut d'abord sensibiliser les communautés aux dangers des mutilations génitales féminines et à l'importance de l'avortement sécurisé, revient à utiliser une approche adaptée aux contextes culturels et sociaux. On peut donc faire le choix, en fonction de certaines réalités, de communiquer avec plusieurs cibles ou acteurs communautaires. Donc, parlant par exemple d'acteurs communautaires, nous avons par exemple les leaders d'opinion ou encore les chefs traditionnels. Avec eux, la stratégie à utiliser afin de les avoir comme alliés est simple. Il faut prioriser l'entretien individuel au début, leur poser le problème comme s'ils étaient l'unique solution ou l'unique carte dans la résolution de la situation des MGF ou encore de l'avortement sécurisé. Alors, cette stratégie permet de toucher leur psychologie et de les avoir avec nous comme alliés et accompagnateurs dans la suite du processus. Ainsi, ils aideront à convaincre d'autres leaders ou chefs religieux qui, entre-temps, seraient certainement réticents à ce changement voulu. Donc, c'est important de faire ce travail préliminaire de communication et d'échange avant la sensibilisation proprement dite ou encore avant l'entretien collectif au regard de la sensibilité du sujet et de son impact communautaire. Car avoir les acteurs communautaires comme alliés facilitera beaucoup le déroulement de l'entretien collectif ou encore de la sensibilisation. Et cette stratégie est vraiment bonne à
être prônée lors d'une campagne de sensibilisation. Il y a quelques points d'attention que je voudrais aussi partager avec vous, toujours dans cette même dynamique-là. C'est qu'il faut tout au long du processus prôner la communication pacifique ou la communication non violente et sur un ton assez normal, quand bien même on reconnaît ou souligne que parfois, lors des sensibilisations concernant les MGF ou l'avortement sécurisé, le ton peut monter. Donc, important de maintenir la communication non violente, quelle que soit la tournure de la sensibilisation. Et au cours de la sensibilisation, on peut par exemple mettre l'accent sur les conséquences, les reculs engendrés par les MGF et la non-acceptation de l'avortement sécurisé, par exemple. Et ressortir également le fait que d'autres filles qui ne subissent pas, par exemple, les mutilations génitales féminines et qu'on n'empêche pas d'aller à l'avortement sécurisé sont mieux épanouies et ne gardent pas des séquelles à vie. C'est une stratégie qui permet d'exposer les faits aux leaders d'opinion ou encore aux acteurs communautaires pour leur montrer les conséquences, toujours afin de toucher leur psychologie et de les conduire de façon pacifique, j'insiste, de façon pacifique au vu de la sensibilité du sujet au changement voulu. Je parlerai également, toujours en point d'attention, qu'il faudrait aussi commencer la sensibilisation, la campagne de sensibilisation, toujours en termes de stratégie, sans culpabiliser la cible, mais en ressortant de façon pacifique les aspects ciblés, sans culpabiliser la cible, parlant par exemple des acteurs communautaires, même si nous savons que la cible que nous avons devant nous est peut-être responsable en partie de l'existence de la cause que nous défendons. Et toujours parlant des points d'intention, il faut utiliser par exemple des témoignages, des récits de survivantes des MGF, des récits des survivantes des filles à qui la communauté s'est vraiment opposée et ne leur ont pas facilité la tâche à l'avortement sécurisé, pour provoquer, pour susciter une prise de conscience chez les différents acteurs communautaires de façon générale. Et pour finir, je dirais que nous devons retenir ici que les stratégies proposées sont adaptables à chaque contexte, à chaque localité, à chaque région, au vu de la spécificité, au vu de la particularité et j'ajoute au vu de la sensibilité du sujet. Voilà, je vous remercie. Alors, merci infiniment à vous, Madame Laurence Sarissou. Je pense que vous avez énoncé assez de points clés sur lesquels on peut se baser si on veut réellement avoir gain de cause. Et ce que je retiens est qu'il ne faut pas réellement culpabiliser ou peut-être vraiment indexer les acteurs qui sont réellement à la base de cette cause-là que nous voulons défendre et quand même les tenir contre, les prendre plutôt comme des cadres qu'on peut utiliser pour pouvoir aboutir à ce que nous voudrons bien. Alors, comment coordonnez-vous les efforts de plaidoyer pour la lutte contre les MGF et pour l'accès à un avortement sécurisé dans votre réseau? Merci beaucoup, Monsieur Adjakou. Alors, quand on parle de plaidoyer tout vaguement, il faut juste garder à l'idée que c'est toute action qui parle en faveur, toute action qui recommande ou défend une cause, soutient, plaide au nom d'autrui. Alors, en matière d'effort de plaidoyer, je dirais qu'il faut déjà noter que pour être efficace, le plaidoyer doit beaucoup plus avoir un sens d'amplification. Et le plaidoyer requiert des réseaux robustes, des collaborations et de grands partenariats avec une variété de partenaires ou encore une variété de multitudes d'acteurs, toujours pour faire amplifier le plaidoyer. Alors ici, il faut beaucoup plus prioriser le plaidoyer collectif au vu des sujets assez importants comme les MGF et l'avortement sécurisé.
Nous travaillons à amplifier les efforts de plaidoyer en informant autour et surtout à mettre les parties prenantes au même niveau d'information. Donc, nous informons à travers des campagnes de communication, les centres de santé, les professionnels de santé sur le contenu des différents plaidoyers. Concernant les mutilations génitales féminines, nous communiquons par le biais des relais locaux qui, eux, comprennent mieux que nous la langue de la localité pour informer au fur et à mesure les leaders culturels ou les leaders d'opinion qui parfois peuvent résider dans les milieux ruraux un peu éloignés des milieux urbains où sont par exemple certains centres de santé ou encore certains professionnels. Donc, cette stratégie permet de faire passer le message et facilite aussi l'acceptation des plaidoyers au niveau communautaire. Donc, nous travaillons aussi avec d'autres organisations de la société civile afin de renforcer le partage des bonnes pratiques ou des pépites concernant les plaidoyers. Voilà. Merci infiniment, madame. Nous allons aborder l'avant-dernier point, si je peux m'exprimer ici. Nous allons aborder l'avant-dernier point. Je voudrais prier tous nos participants de rester jusqu'à la fin de ce webinaire parce qu'il y a des points très intéressants qui vont réellement vous intéresser. Et alors, si vous partez, vous n'allez pas savoir de quoi il s'agit. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin de ce webinaire. Alors, madame, comment évaluez-vous l'impact des campagnes de sensibilisation sur les MGF et l'avortement sécurisé? Merci beaucoup, Monsieur Giscard. Alors, déjà, l'évaluation de l'impact des campagnes de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines et l'avortement sécurisé est un processus sensible en ce sens qu'il implique de mesurer les changements de comportement, de mesurer les attitudes et normes sociales. Alors, en termes de normes sociales ou de pratiques patriarcales défavorisant les MGF et l'avortement sécurisé, il faut dire que les campagnes de sensibilisation ont contribué à remettre en question les croyances culturelles et les normes sociales qui les perpétuent. Aujourd'hui, on note une réduction du nombre de filles ou de femmes soumises au MGF grâce à ces campagnes de sensibilisation et d'information au niveau de toutes les parties prenantes. Et les campagnes de sensibilisation qui visaient, par exemple, l'autonomisation économique de la fille ou de la femme d'une part, et d'autre part, leur accès aux informations et aux services de santé, de soins, ont contribué à les amener à prendre des décisions éclairées concernant leur corps. Ainsi, la vulnérabilité de départ a baissé, même si tous les acteurs doivent garder l'œil ouvert et ne pas baisser la garde, car dans certaines régions, ces pratiques persistent et une simple autonomisation des présumées victimes, des victimes elles-mêmes ou encore des filles exposées ne suffirait aucunement pour considérer qu'elles sont totalement à l'abri des MGF et du fait qu'on les empêche d'aller librement à l'avortement sécurisé. Donc, certaines campagnes de sensibilisation sur la vulgarisation des lois sur l'avortement sécurisé ont eu un impact positif sur les populations car la stigmatisation associée à l'avortement sécurisé est remise en cause et ils savent que l'avortement sécurisé a un caractère maintenant officiel au vu de certaines conditions préalables, même si ce n'est pas encore le cas dans tous les pays au monde. La mayonnaise a commencé par prendre et c'est positif. Donc, je dirais pour conclure cette session de questions,
dire que les différentes campagnes continuent d'avoir un impact positif sur les décideurs et sur les populations en général. Et leur force, c'est-à-dire la force de ces différentes campagnes, réside dans le fait que les communautés sont impliquées. Donc aujourd'hui, on peut parler librement d'avortement sécurisé, même si l'accès dans la réalité pose encore problème dans certaines régions, alors que les questions liées à l'avortement sécurisé étaient tabous au départ, au prime abord. Donc, en résumé, l'évaluation de l'impact des campagnes de sensibilisation sur les MGF et sur l'avortement sécurisé nécessite une approche multidimensionnelle qui prend en compte les changements de comportement, d'attitude et de normes. Merci. Alors, nous pouvons donc retenir que l'implication des acteurs et les campagnes de sensibilisation restent donc les clés pour pouvoir réduire de façon considérable les mutilations génitales féminines et quand même favoriser l'accès à l'avortement sécurisé. Franchement, merci à vous, Madame Laurens. Merci pour votre brillante intervention et votre présentation. Je voudrais prier les panélistes, les participants plutôt, de garder leurs questions à chaud. Et tout à l'heure, nous allons pouvoir les poser à Madame Laurens. Elle va nous apporter des points de réponse. Merci beaucoup à vous, Madame. Nous allons aborder à présent un autre point qui sera celui du docteur Dieudonné Toubeton. Est-ce que le docteur est avec nous? Docteur Dieudonné. Oui. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, M. Giscard. J'avoue, dernièrement, la connexion folle un peu, mais ça peut aller. Ok, d'accord. Très content que la connexion J'espère que vous me recevez. Bien sûr, nous recevons 5 sur 5. Nous recevons 5 sur 5. Alors, vous allez nous aider à comprendre sur le point de vue sanitaire ce que c'est que les mutilations génitales et quels sont les différents types de mutilations génitales féminines. D'accord. Slide. Merci beaucoup, M. Giscard. Je remercie tous les participants, déjà, tous ceux qui ont pu se connecter pour cette session. Et du point de vue médical, déjà, M. Landry et le juriste a vraiment abordé beaucoup de choses. Et j'aimerais déjà revenir sur la définition même des mutilations génitales féminines. Donc, depuis 2022, l'OMS définit les mutilations génitales féminines comme toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales. Et donc, ici, on parle en réalité d'une ablation partielle ou totale des organes sexuels externes chez la femme. Est-ce que c'est légal? Actuellement, c'est interdit dans la plupart des pays européens et condamné dans un grand nombre de gouvernements africains également. Ça touche réellement quel âge? Il faut savoir que toutes les fillettes de la naissance jusqu'à l'adolescence et même à l'âge adulte, toutes les couches de la jante féminine sont concernées. Et est-ce que c'est grave? C'est totalement dangereux. C'est une pratique dangereuse, source de douleur et de maux indisibles, parfois mortels. Cette pratique viole les droits humains fondamentaux des fillettes, des jeunes filles et des femmes, comme l'a si bien dit également mon prédécesseur, M. Landry. Et il faut reconnaître que c'est malheureusement une pratique qui est présente surtout dans certaines communautés d'Afrique subsaharienne, de Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique, mais aussi au sein des communautés immigrées à travers le monde.
il faut dire que 4 continents au moins sont touchés sur les 5 continents. Vous voyez, c'est vraiment c'est important. Il importe d'évoquer ce sujet-là. De nombreuses communautés à travers le monde ont abandonné ou sont en train d'abandonner ces pratiques. Mais il faut qu'on puisse continuer à en parler pour marquer vraiment un changement véritable. D'où encore, je remercie tous les initiateurs de ce webinaire. Slide. Alors, déjà, pour mieux comprendre ce dont on parle, on va faire quelques rappels anatomiques pour présenter un peu l'organe génital externe de manière caricaturale de la femme. Voilà comment ça se présente. Nous avons de haut en bas, nous aurons le clitoris, l'urètre et le vagin. Slide. Mais il faut savoir qu'on ne doit pas tout prendre comme une mutilation génitale féminine. Il faut savoir aussi déjà l'aspect externe des organes génitaux féminins varie. Il n'existe pas de vulve parfaite, mais il existe autant de vulves que de visages différents. Donc, on ne doit pas tout prendre comme une mutilation. Parce que autant il y a de visages différents, autant il y a de vulves. Donc, voilà quelques images de vulves, mais qui ne sont pas objets à des mutilations. Slide. Également, par rapport à la taille, il faut comprendre que autant nous avons de personnes de différentes tailles, autant aussi, vous verrez, les organes génitaux externes ont de différentes tailles. Donc, vous voyez sur cette image différentes tailles de clitoris, d'autres plus volumineux que d'autres. Slide. Et donc, pour venir à la classification même des mutilations génitales féminines, il faut dire qu'on distingue classiquement, d'accord, 4 types. Donc, le type 1 que vous voyez là sur l'image, c'est l'incision à minima. Et c'est une ablation partielle ou totale du gland clitoridien, d'accord, petite partie externe et visible du clitoris et partie sensible des organes génitaux et ou du prépuce capuchon clitoridien. Donc, on procède à cette ablation et cette pratique se retrouve notamment en Asie. Et vous pouvez voir l'aspect normal et quand on procède à cette mutilation, l'aspect que ça peut donner, c'est représenté au rouge. Slide. Et nous avons ici présenté le type 2. Le type 2, c'est l'excision ou clitoridectomie. C'est l'ablation partielle ou totale du gland clitoridien et des petites lèvres, qui sont des replis internes de la vulve, avec ou sans incision des grandes lèvres. Elle se rencontre essentiellement dans les régions de l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement dans la région du fleuve du Sénégal, Mali, Mauritanie, Sénégal, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, mais aussi en Égypte. C'est environ 80% des mutilations que nous rencontrons. Slide. Et nous avons le type 3 maintenant. Le type 3, c'est l'infibulation, qui est le rétrécissement de l'orifice vaginal par recouvrement, réalisé en sectionnant et en repositionnant les petites lèvres ou les grandes lèvres, parfois par suture avec ou sans ablation du prépuce ou capuchon et du gland clitoridien. Et vous voyez, quand on procède à l'infibulation, vous voyez, on procède à des sutures et ça réduit même l'orifice, l'entrée même du vagin. Donc voilà comment se présente le type 3. Et souvent, c'est essentiellement pratiqué dans des régions d'Afrique de l'Est, particulièrement celles de la Corne de l'Afrique, Somalie, Soudan, Djibouti, Éthiopie, mais également en Égypte. Et la dernière catégorie, slide, la dernière catégorie, c'est le type 4. D'accord? C'est le type 4. Et ce type 4, c'est quoi? C'est toutes les autres interventions néfastes au niveau des organes génitaux féminins à des fins non médicales. Par exemple, vous voyez, on va piquer, par exemple, mettre des piercings, inciser, racler ou cautériser les organes génitaux externes. Sur cette image, vous voyez, les lèvres ont été dilatées, donc élargies et tout ça. Donc voilà le type 4, ce que regorge le type 4.
Donc, parlant de mutilation génitale, voilà un peu comment l'OMS définit cela et quels sont les types, les catégories de mutilation que nous retrouvons. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment, monsieur le docteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en tant que médecin les conséquences à court et à long terme des MGF sur la santé des femmes? Voilà, c'est voilà le véritable danger et ce qui d'ailleurs justifie vraiment cette communication et tout ça, parce que les mutilations sexuelles féminines ont généralement des conséquences très graves qui peuvent marquer, traumatiser pour la vie entière. Et comme vous l'avez si bien dit, elles peuvent entraîner des complications immédiates, donc à court terme, des complications à long terme également, et souvent sur la sexualité, même des complications psychologiques. Mais souvent, les femmes concernées même n'identifient pas les symptômes qu'elles présentent comme une conséquence de la mutilation subie. Et c'est ce pourquoi vraiment le personnel soignant vient les aider à vite identifier cela lorsque ces gens de personnes consultent ou bien font face à ces conséquences. Et donc, pour revenir à la question, les conséquences déjà immédiates, c'est d'abord la mort par hémorragie, d'accord, donc par saignement. Même en France, déjà, 4 fillettes sont officiellement mortes d'une hémorragie causée par l'incision. La mort par crise cardiaque, parce qu'il faut dire que le clitoris est la zone du corps humain la plus innervée. Donc, couper dans cette zone cause donc une douleur intolérable et encore plus pour les nourrissons en cas jusqu'à l'âge d'1 an, ils ne produisent pas d'endorphines. Et nous avons également les infections, d'accord, les infections qui peuvent être graves et touchent même les reins. Et l'impossibilité parfois, d'accord, la quasi-impossibilité d'uriner, surtout dans le type 3 de l'infibulation, parce que l'orifice rétréci ne permet pas que l'urine soit évacuée. Donc, il y a aussi une possible infection par les virus du sida, donc le VIH, le virus de l'hépatite B ou C, puisque certaines fillettes sont excisées en groupe, donc les unes à la suite des autres. Ainsi, il y a un risque de transmission à la suivante par les objets coupants utilisés. Donc, à long terme, souvent, c'est les infections urinaires à répétition, les infections génitales à répétition, parfois même des douleurs, les règles douloureuses, que nous appelons les dysménorrhées, hein, et parfois des difficultés, des problèmes de stérilité ou d'hypofécondité, d'accord, et une vie sexuelle rendue difficile, puisqu'il y a le manque ou l'absence de lubrification rendant la pénétration difficile et ou douloureuse, une douleur causée par la zone cicatricielle. Les femmes infundibulées devront passer par un traumatisme supplémentaire car ayant le sexe presque totalement clos. Donc, il est nécessaire de les ouvrir pour permettre la pénétration. Il faut aussi dire que les conséquences sont d'ordre obstétrical, un accouchement rendu difficile et souvent dangereux pour la vie de la mère et celle de l'enfant. Et à tout ceci va s'ajouter, bien sûr, les complications psychologiques telles que la dépression, les angoisses, frigidité, le sentiment d'être vraiment différent. Donc, voilà un peu ce à quoi sont objets les femmes subissant cette mutilation génitale féminine. Merci. Monsieur Giscard? Allô? Oui. Merci beaucoup à vous. Je pense que la connexion est en train de faire un peu ça Java là. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez à présent? Oui, c'est bon. OK, d'accord. Merci infiniment à vous. Je pense que vous avez abordé un point qui est assez pertinent, les conséquences immédiates et à long terme. Normalement, si on doit s'en tenir à cela, personne ne devrait pratiquer les MGF sur les femmes parce que les conséquences sont énormes. Alors, nous allons à présent aborder un autre volet qui est celui de l'avortement sécurisé. Quels sont les défis médicaux associés à l'avortement pratiqué dans les conditions non sécurisées? OK, bon, déjà, l'avortement pratiqué dans des conditions non sécurisées, déjà, vous voyez,
cela se résume d'abord, les défis se résument à la gestion des conséquences néfastes de cette pratique. Vous savez, tout ce qui n'est pas sécurisé appelle à des conséquences. Et au nombre des conséquences ici, en ce qui concerne l'avortement, ce que nous appelons non sécurisé, donc clandestin ou tous les termes qu'on utilise, c'est déjà des complications locales, d'accord, telles que des hémorragies, d'accord, puisque ce n'est pas pratiqué dans de bonnes conditions par de personnel qualifié. Donc, il y a toujours ces risques d'hémorragie par rétention intra-utérine, des lésions, d'accord, de cervico-vaginales, des infections localisées au niveau de l'utérus parce que ce n'est pas pratiqué dans des conditions d'asepsie. Donc, des infections ovulaires, l'endométrie qui est une infection très grave de l'utérus même qui va concourir qui peut se généraliser et conduire malheureusement au décès. Nous avons aussi des complications liées à l'agent abortif parce que vous savez peut-être suivant l'objet utilisé pour procéder à ces avortements, où les gens peuvent créer malheureusement une perforation de l'utérus, des lésions vaginales, des abcès. Ils utilisent peut-être des objets tranchants, donc ils essaient de faire des curettages, des trucs que déjà dans la médecine moderne sont contre-indiqués de nos jours. Donc des complications peuvent être neurologiques, donc des syncopes, donc des morts subites. Et à long terme aussi, ces pratiques laissent des séquelles telles que des brides, des kéloïdes, des inflammations chroniques, donc des douleurs abdominales à répétition chez ces femmes-là, d'accord, des avortements à répétition, des accouchements prématurés, et même des synéchies utérines. Et à tout ça s'ajoute également le retentissement psycho-affectif. Donc voilà autant de choses auxquelles s'exposent les filles et femmes si l'avortement n'est pas pratiqué dans les normes de la médecine actuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Et alors, est-ce que vous pouvez me dire les meilleures pratiques pour assurer un avortement sécurisé de façon très brève? Bon, merci beaucoup, M. Giscard. Et de façon simple, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est déjà le cadre. Déjà, quand on parle d'avortement, donc c'est l'expulsion du produit de conception avant les 22 semaines d'aménorrhée. Alors, quelle démarche pour un avortement sécurisé? C'est que quand vous souhaitez recourir à un avortement, vous devez d'abord prendre rendez-vous avec un médecin, soit un généraliste ou un gynécologue ou une sage-femme exerçant dans un établissement de santé, hôpital ou clinique, un cabinet de ville, un centre de santé ou un centre de santé sexuelle, donc les centres de planification ou d'éducation familiale. Et vous pouvez demander un rendez-vous en consultation en présentiel ou en distanciel si votre professionnel de santé vous le propose. Si le médecin consulté ne pratique pas les avortements sécurisés, il ou elle doit vous en informer immédiatement et vous communiquer le nom de professionnels réalisant les avortements. Et tous les établissements de santé publique sont autorisés en gynécologie obstétrique ou en chirurgie, doivent pratiquer l'avortement sécurisé. Et donc, vous avez celui-là qui sont plus indiqués pour une meilleure prise en charge, pour vous donner vraiment des soins de qualité, pour une bonne satisfaction et limiter les conséquences à court et à long terme. Merci. Merci infiniment à vous. Nous allons aborder le tout dernier point de votre intervention, c'est comment est-ce que les professionnels de santé peuvent-ils améliorer l'information et l'éducation des femmes sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, et en particulier ce qui concerne les avortements et les mutilations génitales féminines? D'accord, merci beaucoup, M. Giscard. Et comment les professionnels de santé peuvent apporter des solutions, peuvent améliorer l'information et l'éducation? C'est toujours à travers déjà ce que nous faisons actuellement, mais toujours en s'associant, toujours dans le concept du One Health, d'accord, à d'autres professionnels et aller vers la population. Et il faut comprendre que les professionnels de santé doivent être aussi inclus dans les décisions de santé publique pour vraiment faciliter leur apport dans ces notions-là.
puisque le professionnel de santé joue un rôle primordial dans l'accompagnement des femmes victimes de mutilation sexuelle féminine. Les médecins doivent signaler aussi à la justice les mineurs victimes ou menacés de mutilation sexuelle sans que leur soit opposé le respect du secret médical, puisque le signalement est un droit déontologique. Et le soignant que nous sommes, on doit pouvoir proposer des approches multidisciplinaires à ces victimes-là, accompagnées de médecins, des gynécologues, des psychologues, des sexologues, des kinésithérapeutes. Donc, une prise en charge multidisciplinaire pour ces femmes-là. Et lorsqu'une femme ou une fille ou une autre personne enceinte progresse dans le parcours de l'avortement, avant ou après l'avortement, les services de santé doivent être intégrés au sein du secteur de la santé pour garantir que la prestation de services réponde équitablement à leurs besoins et sans discrimination. Il ne suffit plus aujourd'hui de pouvoir promouvoir l'avortement sécurisé, mais le soignant doit pouvoir donner des soins sûrs, efficaces, efficients, accessibles, acceptables et centrés sur la personne. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, docteur. Infiniment merci à vous. Si nos participants sont avec nous, je vous prie d'applaudir notre docteur parce qu'il nous a montré de fond en comble ce que c'est que les mutilations génitales. Vraiment, merci beaucoup à vous, docteur. Alors, comme vous le savez, les mutilations génitales et puis les non-accès plutôt aux avortements sécurisés aux femmes et aux filles ont des conséquences également sur le plan psychologique. Je voudrais bien aborder ces conséquences-là parce que c'est parfois mis au dernier plan ou au dernier rang, mais c'est quand même très important de pouvoir en parler pour que les auteurs et les acteurs de, de ces actes-là sachent qu'en plus des conséquences liées à leur santé physique, les femmes sont également exposées à des conséquences liées à leur santé mentale. Voyez-vous? Donc, nous allons aborder ce point de façon très brève pour ne pas être... D'abord, une femme qui a subi les mutilations génitales est plutôt victime de dépression. Comme vous le savez déjà, elle a la perte de l'estime de soi. Elle est souvent exposée à une forme d'anxiété. Elle est souvent exposée à des formes de traumatisme qui sont liées au choc qu'elle a reçu pendant la mutilation génitale. Et ça, elle peut trimballer ça toute sa vie. Elle peut trimballer ça toute sa vie. Et je pense que c'est assez pertinent d'en parler, que les gens sachent clairement de quoi il s'agit quand on parle d'effets sur le plan psychologique, parce que les femmes qui subissent ça ne sont plus celles qu'elles étaient avant l'accident qu'elles ont subi ou peut-être leur exposition à cette forme de mutilation génitale-là. Alors, sur le plan nous avons également, je vais également aborder le point des troubles anxieux parce que c'est la femme qui subit ça, elle est tout le temps anxieuse, c'est-à-dire elle se sent tout le temps en insécurité. Elle a tendance à avoir peur pour rien du tout parce qu'elle a subi un choc et ça reste gravé en elle. Nous avons les troubles de stress post-traumatique qui sont parfois liés à des cauchemars, à des flashbacks et à une hypervigilance. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, elle est tout le temps sur le qui-vive. Elle a peur. Il y a également les problèmes de sexualité. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur, c'est vrai que pour avoir une sexualité épanouie, il faut également être en griffe équilibré sur le plan de la santé mentale. Mais quand elles subissent là, elles ont des douleurs pendant l'acte sexuel. Elles n'ont quasiment pas envie de faire le sexe parce que quand elles se rappellent de cette douleur-là, elles ne veulent plus réellement aller au sexe. Et comme je l'avais dit au début, il y a également la faible estime de soi. Et parfois, il y a certaines femmes même qui perdent réellement leur estime de soi. Elles ont tout le temps honte. Elles se sentent inférieures par rapport aux autres femmes qui n'ont pas subi de mutilation génitale. Et je pense que c'est assez important, tous ces points-là, qu'il faut souligner de temps en temps pendant les sensibilisations pour que les acteurs sachent que c'est
c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, en ce qui concerne la prise en charge, il faut d'abord savoir que nous allons, pour pouvoir faire une prise en charge à une personne qui a subi une forme de mutilation génitale, c'est aborder le point de vue de la thérapie individuelle. La thérapie individuelle qui se fera à travers la thérapie cognitivo-comportementale. Il y a également d'autres formes de thérapie qu'on peut appliquer. Et également les groupes de soutien. Ça permet réellement aux femmes de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'elles ressentent. Ça leur permet de s'extérioriser et de vider toute la douleur qu'elles ont en elles. Il y a également l'approche familiale et communautaire qui nous permet de travailler auprès des communautés, comme l'a dit tout à l'heure une panéliste, de pouvoir toucher comment on appelle, la psychologie des acteurs qui sont à la base de cela, afin qu'ils puissent comprendre le danger ou bien les dangers qui sont liés à ces formes de pratiques-là. Également par rapport aux femmes qui sont privées d'accès à un avortement sécurisé, il y a également des conséquences parce que si une femme décide d'avorter parce que peut-être elle a subi une violence et c'est au cours de cette violence sexuelle-là qu'elle est tombée enceinte et qu'elle décide d'avorter cet enfant, par exemple, et qu'on lui dise, tu ne peux pas avoir accès à l'avortement sécurisé, c'est impossible parce que c'est un sujet tabou, on ne veut pas en parler. Cette femme-là peut être victime d'anxiété et de stress intense. Elle peut également sentir de façon continuelle une peur en elle et ça peut lui permettre de tomber dans la dépression. Et la dépression, quand elle n'est pas traitée à temps, vous savez ce qui s'ensuit, c'est les idées suicidaires et pourquoi pas le suicide. Donc, je ne vais pas être exhaustive. Il y a assez de points qu'on pourrait aborder peut-être dans les questions-réponses. Et je vais à présent inviter M. Aziz, s'il est là. Monsieur Aziz. Si M. Aziz est là, il va à présent nous aider à comprendre certains points en ce qui concerne les aspects stratégiques du plaidoyer pour les droits en santé, de santé sexuelle et reproductive. Alors, M. Aziz, quelle stratégie de plaidoyer ou quelles sont les stratégies de plaidoyer les plus efficaces pour sensibiliser les décideurs politiques à la nécessité d'adopter des lois contre les MGF? Est-ce que M. Aziz est avec nous? En entendant que M. Aziz ne nous rejoigne, peut-être qu'il a des problèmes de connexion. Allô? Allô, Allô, Giscard? parfait. Monsieur Aziz, soyez le bienvenu encore une fois. Allô, Giscard? Oui, je vous reçois, je vous reçois. Allô, Giscard? Allô, Monsieur Bonjour à Aziz, tout le je vous monde. reçois 5 sur 5. Allô? Allô, je vous reçois. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, allô, Monsieur Aziz. Moi, je vous reçois. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous allez bien? Oui, ça va super bien. Alors, nous allons aborder les stratégies de plaidoyer qui sont les plus efficaces pour sensibiliser les décideurs politiques à la nécessité d'adopter des lois contre les MGF. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier Giscard comme modérateur et Ben pour nous avoir associés à cette belle initiative qui permet à des spécialistes africains dans toutes leurs composantes de contribuer à cette justice sociale afin de briser tous les aspects liés au silence autour des DCSR. En tout cas, merci beaucoup. Pour ma part, je pense qu'aborder ces questions soulève déjà la question, comme l'a rappelé notre collègue juriste, les questions de dignité de la personne.
Et c'est pourquoi, pour nous, il n'y a pas à négocier sur ces questions de violation de ces droits de l'homme, sur lesquels les victimes, mais aussi les bénéficiaires, quand je prends l'exemple de l'avortement sécurisé, n'ont pas accès. Les victimes, quand je prends par exemple l'exemple des MGF, ont tout le temps vu leurs droits humains violés. Cette situation ne fait que renforcer leur vulnérabilité et créer des inégalités de genre. Donc pour nous, la question de la dignité humaine, elle est importante. Il faudrait que tout le monde, là où elle soit, puisse combattre. Je pense que M. Aziz a perdu sa connexion. Allô, M. Aziz. Allô, M. Aziz. Allô, M. Aziz. Alors, en attendant que M. Aziz ne nous revienne. Allô? Allô, M. Aziz? Est-ce que Mme Muriel est là? Oui, je suis Allô? là. Vous Alors, m'entendez? donc je disais, Non, Aziz Ah, est là. oui, je d'accord. disais tantôt, Oui? il y a eu une coupure Allô? Oui, allô, allez-y, je vous écoute, M. Aziz. Oui, je dis, il y avait une coupure tout à l'heure, c'est pour cela, vous n'avez pas pu me joindre. D'accord, d'accord. Oui. Alors, je disais tantôt, donc, aujourd'hui, pour nous, il est important de revenir sur les stratégies de plaidoyer les plus efficaces pour sensibiliser les décideurs politiques à la nécessité d'adopter les lois contre les MGF. C'est vrai, moi, j'appartiens à un pays où, pendant plus de 20 ans, la loi sur les MGF a été votée, mais je pense que ce qui a fait défaut, c'est surtout euh, la non-appropriation de cette loi-là et du fait que les communautés euh, qui mettent en œuvre cette violation-là trouvent des raccourcis, soit au niveau des pays limitrophes, mais aussi euh, se retrouvent en elles pour pouvoir faire de manière discrète ces pratiques-là qui continuent. Donc moi, je me rappelle dans la petite histoire, il y a 15 ans, j'étais à l'étranger et j'étais avec un ami anthropologue malien qui me dit, mais Abdelaziz, vous avez votre loi, nous on attend au Mali pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc pour dire qu'aujourd'hui, euh, parler des stratégies efficaces, c'est peut-être très difficile, mais il y a lieu de mettre les communautés au cœur de la vulgarisation de ces lois votées, en discutant du contenu et des bienfaits par rapport surtout à la protection de la fille et de sa famille. Je pense que souvent, là où le bas blesse, c'est qu'on met en place des lois, mais les communautés ne s'y retrouvent pas, ne s'y identifient pas. Pour moi, c'est d'abord un des premiers éléments qu'il faudrait prendre en compte par rapport à ça. Et j'ai vu qu'il y a des organisations de la société civile qui ont aussi développé l'approche ne pas nuire sur lesquelles il faudrait vulgariser ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communication doit être axée auprès de ces communautés-là qui font cette pratique-là pour davantage les amener à prendre conscience des méfaits et mais surtout mettre l'accent sur le bien-être de la fille. Moi, j'ai peut-être la chance d'apporter à cette communauté, ma communauté, cette pratique-là se faisait. Mais de mon côté, ça n'a pas été facile parce que ça touche le cœur même des valeurs qu'engendre cette communauté-là. Donc pour nous, euh, c'est de mettre carrément les communautés à travers, comme je l'ai dit, l'approche de pas nuire, mais aussi qu'une fois que les lois soient votées, que nous puissions vraiment les aider à avoir vraiment une meilleure connaissance, une meilleure appropriation de la loi. Donc, l'autre aspect que je voulais peut-être parler rapidement, c'est aussi comment plaider en faveur de l'avortement sécurisé dans les contextes où les sujets sont très sensibles, où on est dans des pays à restriction légale existante. Donc, pour moi, en tant qu'un ancien membre, je suis toujours membre du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé, mais je me dis que nous devons mener davantage des campagnes devons mener davantage des campagnes de communication continue, parce que je pense que ça a été aussi un des freins
Nos campagnes sont souvent très limitées. Nous devons mener des campagnes de communication sur les bienfaits de l'avortement en cas d'inceste et de viol, parce que pour nous, c'est une porte d'entrée très importante qui peut aider les gens à une meilleure prise en conscience de ces communautés-là. Et il faut aussi développer des argumentaires sur l'avortement médicalisé et les disséminer. Je pense que ça aussi, ça peut beaucoup nous aider à vraiment prendre en compte ces questions-là. Donc, nous devons travailler au Sénégal. Nous avons fait l'expérience. Nous avons, au niveau de ce comité de plaidoyer-là, les réseaux Islam Population. Je pense qu'il faut davantage les encadrer, les donner les moyens, surtout d'argumentaires plausibles pour pouvoir davantage nous aider à convaincre les autres communautés réticentes. Il y a aussi l'aspect important pour moi sur lequel nous devons aussi nous aider les gens, c'est davantage partager tout ce qui est bien fait, tout ce qui est bien fait par rapport aux victimes. Et ça va nous permettre davantage de les prendre en compte dans nos interventions. Donc voilà un tout petit peu ce que je voulais dire par rapport à ce point. Et ce qui m'amène peut-être rapidement, pour ne pas abuser longtemps du temps de parole, à la question comment les organisations, la société civile, les autorités locales et les communautés peuvent travailler ensemble pour promouvoir les droits sexuels productifs et lutter contre l'MGF. Je pense que nous avons là au Sénégal la chance d'avoir déjà, si vous prenez le cadre de MGF, nous avons un cadre multisectoriel. Mais pour moi, ce cadre-là, il est juste au niveau central ou régional. Nous devons, par exemple, travailler à ce que ces mécanismes-là soient connus des communautés pour une meilleure appropriation. Par exemple, vous allez dans les villages les plus reculés, il faudrait que les gens sentent que avec les comités villageois, il faut les intégrer dans le plan d'action ou même dans la stratégie de promotion de lutte contre les violences, les mutilations génitales féminines. L'autre aspect que je veux développer aussi, je reviens sur ça, c'est carrément développer des campagnes de communication et de sensibilisation de manière périodique. Parce qu'il ne faudrait pas s'arrêter simplement. C'est vrai, on me dira que c'est coûteux, mais là, il faudrait que les organisations que nous sommes, aux côtés de nos États, nous puissions vraiment promouvoir une communication continuelle pour que ça ne soit pas juste des moments de grandes dates de célébration. Parce que malheureusement, c'est surtout un partenaire qui vient, qui finance. Après, c'est fini, ou bien on attend les grandes journées de célébration pour dire voilà ce que nous avons fait. Pendant une semaine, la communauté est mobilisée et l'opinion est informée, ça s'arrête juste là. Donc, il faudrait aussi mettre le focus sur les hommes et les garçons comme alliés vecteurs de changement. Parce que pour nous, c'est vrai, il y a beaucoup d'initiatives, on dira he for she, l'école des maris, tout cela, c'est bien, mais il faudrait davantage vraiment trouver un créneau pour que les hommes et les garçons soient au cœur vraiment de cette réponse-là. Sinon, on risquerait de créer à nouveau des inégalités de genre et les perceptions vont continuer à être perdues. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça et je reste ouvert à toutes les questions ou autres suggestions ou commentaires par rapport à ça. Et une fois de plus, merci beaucoup Giscard, merci à toute cette équipe d'Audace qui a voulu nous associer à cette belle initiative par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, pour moi, personnellement, après avoir parcouru un tout petit peu l'Afrique et le monde, je peux dire que nous avons besoin d'un allié de taille qui est la presse pour nous aider vraiment à ce que nos stratégies de plaidoyer soient connues. Quand vous écoutez le médecin de santé publique ou le spécialiste en santé sexuelle qui parle, quand vous écoutez le stratège en plaidoyer qui écoute, ça, on a besoin que les médias puissent être vraiment cet outil-là qui va nous aider vraiment à amplifier les voix pour nos communautés au nom de leurs intérêts. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Aziz. Merci infiniment. Et comme vous venez de le dire, les médias ont un rôle très important à jouer. Et ça va nous permettre en même temps de pouvoir écouter Madame Muriel Edouard. Et elle va aborder un certain nombre de points qui vont réellement nous permettre de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de l'intervention des médias. Alors, Madame Edouard, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Rebonjour, Monsieur Adjapo. Je suis bien là et j'ai entendu l'appel que Monsieur Aziz Mandiang nous a fait. Alors, comment les médias et militantes peuvent-ils contribuer à l'élimination des MGF et à l'accès à l'avortement sécurisé? Alors, pour ta première question, je dirais que déjà par du journalisme de plaidoyer, c'est revenu 2 fois.
récemment avec l'intervention de M. Mandiang et de Mme Laurence Aissou. Donc, du journalisme de plaidoyer. Alors, concrètement, c'est quoi? Le journalisme de plaidoyer, c'est la promotion d'une opinion ou d'une problématique dans le but de réaliser certains objectifs. Il suit exactement les mêmes règles que le journalisme classique. Dans le journalisme de plaidoyer, c'est d'abord informer les groupes concernés ou l'opinion publique sur des problématiques bien spécifiques. Il peut aussi servir de discours alternatif au discours dominant. En effet, un journaliste qui fait du plaidoyer est rarement soumis à des pressions commerciales ou politiques. D'autre part, le journaliste de plaidoyer permet d'être la voix de ceux qui ont des difficultés à se faire entendre. Le journaliste connaît donc la situation de ses bénéficiaires et sait parler en leur nom. Concrètement, dans les médias, le plaidoyer, c'est quoi? C'est d'écrire des articles d'opinion. Par article d'opinion, je vois sur la liste de tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire plusieurs journalistes. Donc, je cite comme ça peut-être des articles qui font rarement, mais qui sont d'opinion. Les éditoriaux, le billet, la chronique, la tribune libre. Ce sont des articles d'opinion dans lesquels on peut s'exprimer convenablement sur une cause pour laquelle on milite. Ensuite, c'est de raconter des histoires personnelles. Madame Aissou également l'a invoqué lorsqu'elle parlait de récits. Alors, ce sont des témoignages de survivantes. Moi, je les appelle comme ça. Toutes ces femmes qui ont été mutilées, qui ont aussi subi un avortement non sécurisé. Donc, vous m'entendez bien? Bien sûr, très bien même. Voilà. Donc, en présentant clairement dans ces productions tous les inconvénients médicaux et sanitaires que subissent les femmes victimes. Parce qu'ici, on s'attaque en fait à des croyances et traditions perpétuées sur le long terme. Parce que justement, ces croyances et ces traditions font partie de l'identité d'une communauté. Donc, on s'attaque à du lourd, à de l'ancré. Relativement à l'avortement sécurisé, le journaliste a pour mission de présenter à l'opinion les avantages de l'avortement sécurisé. Oui, les avantages parce que je m'appuie sur le mot sécurisé, dans lequel il y a sécurité, qui sous-entend de meilleures conditions pour la pratique et un personnel médical formé. Sur ce point, on contribue en tant que journaliste en établissant une comparaison entre l'avortement sécurisé et l'avortement clandestin, pour éviter même qu'à défaut d'information, même en répondant aux conditions des différentes lois qu'on a dans nos pays africains, la femme se cache encore pour se faire avorter de manière clandestine avec des conditions sanitaires déplorables. Parce que l'avortement est considéré encore tabou et aussi à cause du poids du qu'en dira-t-on. Merci beaucoup, madame. Alors, quels sont les différents types de messages que les médias doivent éviter ou véhiculer en abordant les MGF et l'avortement sécurisé? Alors, pêle-mêle, je n'ai sûrement pas la liste exhaustive, mais pour celles que je pratique, concernant les messages à éviter sur les mutilations génitales féminines dans nos productions, articles comme production audiovisuelle, c'est d'éviter les expressions comme petite incision de rien du tout, un petit bout de peau inutile, ne pas tenir compte de la douleur physique et morale en fait de la femme, prôner l'honneur de la famille. Ça, ce sont des messages en fait qu'il faut éviter, c'est-à-dire minimiser en fait l'acte ou on va dire quoi, valoriser l'honneur de la famille ou l'honneur d'une coutume. Voilà, c'est prendre position et très mal d'ailleurs. Ensuite, message à véhiculer. Les messages à véhiculer, les bonnes manières concernant les mutilations génitales féminines, c'est de présenter clairement ce que c'est et toutes les implications qui l'accompagnent. C'est de parler de la sensibilité et de la sensualité légitime de la femme. Parler du respect de son intégrité physique. Relativement à l'avortement sécurisé, comme message à ne pas véhiculer, donc message à éviter pour l'avortement sécurisé, c'est ne pas parler de grossesse quand ce n'est pas encore le cas. En fonction
de la personne qu'on a en face, et voilà, même dans nos articles. C'est d'éviter de montrer des images de bébés comme pour soutenir des articles qui parlent d'avortement. C'est d'éviter les expressions accusatrices. Comme message à véhiculer sur l'avortement sécurisé, je pourrais parler de mettre en avant la sécurité de l'environnement sanitaire, parler de la prise en charge et du soutien qu'on apporte à ces femmes-là qui désirent se faire avorter en toute sécurité. Merci beaucoup, Madame Muriel. Alors, est-ce que vous, en tant que militante engagée, vous avez parfois des difficultés à pouvoir parler des DSSR ou à faire la promotion des DSSR, y compris l'avortement sécurisé? Me concernant, je ne rencontre pas de difficultés majeures concernant le droit sur la santé sexuelle reproductive. Plutôt des commentaires, par exemple, au terme d'une émission, tu peux lire un commentaire laissé par un téléspectateur qui dit « Ah, c'est ce que vous apprenez à notre jeunesse, c'est l'exemple que vous voulez donner aux jeunes. » Voilà, peine est de constater en fait que l'unique méthode contraceptive acceptée des religieux catholiques, j'aimerais bien citer ce groupe-là, soit l'abstinence. L'abstinence face à un besoin physiologique qui peut être très violent chez l'adolescent. Et bien souvent, on oublie tous, et même les religieux aussi, on oublie tous qu'on a été adolescent et comment ça se passe lorsqu'on rentre dans la période de la puberté. Alors, merci infiniment à vous, madame. Très belle intervention. Je pense qu'il y a des participants qui l'ont souligné. En entendant d'aborder le point de vue le point des questions-réponses, est-ce que vous avez autre chose à dire ou est-ce que vous avez d'autres interventions à faire? Carrément, je m'en vais vous demander, est-ce que vous parvenez quand même à les surmonter? Comment est-ce que vous arrivez quand on vous envoie ce genre de commentaires que moi je considère comme quand même provocateurs? Quelles sont vos réactions et comment vous parvenez à les surmonter? Mais tout simplement, moi, je fais fi en fait de ce genre de discours-là. Je me mets au-dessus de tout ça parce que je me dis, parmi tous ceux qui sont opposants, il y a beaucoup qui sont opposants par ignorance. Il y a beaucoup qui sont opposants par ignorance et le besoin de la femme à disposer de son corps se fait sentir, se fait pressant et il est légitime. Donc vraiment, moi, c'est pas à discuter en fait. Voilà, c'est vraiment pas à discuter. Donc, il faut toujours se mettre au-dessus et de ma position de journaliste, j'ai ce devoir-là d'être toujours un peu au-dessus de la mêlée à chaque fois. Merci beaucoup à vous. Franchement, la femme, comme tout le monde le sait, on ne le dira jamais assez, est un être humain à part entière et a le droit de disposer de son corps, de pouvoir avoir accès à l'avortement sécurisé. Et nul n'a le droit de faire à une femme ce qu'elle ne voudrait pas. Je voudrais parler des mutilations génitales. Et franchement, merci à tous nos panélistes qui, à travers leur intervention, nous ont permis réellement de pouvoir comprendre de quoi il s'agit, d'aborder divers aspects de la chose. Et à présent, nous allons laisser la place à nos participants de pouvoir poser des questions et je vais demander également à nos panélistes de pouvoir apporter des éléments de réponse aux questions de nos participants, y compris moi, parce que je suis aussi panéliste en griffe sur le volet, sur le point de la santé mentale. Si vous avez des points d'ombre, on peut quand même les aborder et pouvoir quand même apporter des éléments de réponse. Alors, question, si vous en avez, chers participants. Je pense qu'il y a des participants qui demandent des contacts. Libre choix à Madame Muriel de le donner. Ça a été demandé également au docteur, au médecin pendant sa présentation. Libre choix à lui également de pouvoir le donner. Alors, question, je voudrais voir des mains levées pour pouvoir accorder la parole.
Est-ce que le centre Audace est avec nous? Oui, nous sommes là. Merci beaucoup. Oui, Giscard, nous sommes là. Super. Alors, oui, nous avons un spectateur qui est en train de lever sa main. Il s'agit bien de... Nous avons Monsieur Kokou Jules Assoba qui voudrait bien poser sa question. Est-ce que vous pouvez lui donner accès afin qu'il puisse poser sa question, s'il vous plaît? C'est bon. Oui, allô? Oui, allô, on vous reçoit, Monsieur Kokou. Ok, bonjour, Monsieur Giscard, et bonjour à tous les panélistes. Je vous remercie pour le thème et les interventions. Moi, j'ai une question concernant le sujet. C'est la prise en charge, le volet psychologique de la prise en charge du volet psychologique après ce qu'on appelle avortement sécurisé. Quels sont, je voudrais vraiment savoir quel impact cela peut avoir sur la femme qui s'adonne à un avortement, bien que ça soit sécurisé. Je ne sais pas si ma question est comprise. Je pense que votre question, elle est assez comprise, hein. Okay, Elle est merci assez beaucoup. comprise. Nous allons prendre une autre question avant de pouvoir répondre. On va y aller deux par deux. Et je suis en train de voir Madame Rita Kansou qui est en train de lever sa main également. Allô? Oui, allô, Madame Bonjour. Rita. Oui, bonjour. Ok, moi je suis Rita Kansou. Ouais. Je suis une militante pour les DSSR et également une activiste contre les VDG. Madame Donc, Rita, est-ce moi, que vous mes pouvez lever un peu la voix, préoccupations... s'il vous plaît? Oui, vous me recevez? Oui, levez un peu plus la voix, on vous entend faiblement, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ok, donc je disais que je suis Rita Kansou. Je suis une jeune militante pour les DSSR et également une activiste contre les violences basées sur le genre. Du coup, moi, ma préoccupation, elle est au niveau de l'avortement sécurisé. Déjà, j'aimerais comprendre l'avortement sécurisé. Est-ce que elle s'applique à tous les cas? Est-ce qu'elle s'applique à tous les cas d'avortement? Déjà. Et est-ce que cet avortement sécurisé-là, ce ne serait pas quelque part encourager un peu un laisser-aller au niveau de nos jeunes sœurs? Également, est-ce que ce serait pas vraiment mieux de plutôt mettre l'accent sur la sensibilisation sur les méthodes de planification pour pouvoir prévenir les grossesses indésirées. Et ma deuxième préoccupation, ce serait en tant que jeune militante pour la défense de la cause de la femme, est-ce que le centre au ADAS a des initiatives pour nous permettre de pouvoir participer à la sensibilisation surtout sur les DSSR. Donc, merci, ce sera ma question. Merci infiniment à vous, Madame Rita Kansou. Nous allons y répondre rapidement pour ne pas perdre de fil. Et à commencer par votre dernière question, il y a le centre Audace qui pourrait nous apporter des éléments de réponse. Monsieur Ben, du centre Audace, est-ce que le centre Audace est là? Allô? Bon, Oui, ok, allô? d'accord. Ok, super. Il
il y a Madame Rita Kansou qui demande si le centre Audace initie des activités ou des actions pendant lesquelles elles peuvent intervenir en tant que militantes des DSSR ou de défense des droits de la femme. Elles peuvent participer aux sensibilisations ou pas. Est-ce que vous avez des activités dans ce sens et elles voudraient savoir? Ok, merci beaucoup, Monsieur Giscard. Je suis Karna Kone, responsable de la communication du Centre Audace. Oui, nous avons plusieurs manières, en fait, pour les champions, championnes, les acteurs, actrices des DSSL de s'engager au sein du mouvement Audace. Je pense qu'on en fait la promotion sur nos différents réseaux sociaux. Il faut d'abord savoir que pour pouvoir vous engager ou pour pouvoir, d'abord, la première étape, c'est de pouvoir rejoindre le mouvement à travers la signature de la charte d'adhésion qui nous rassure en fait que vous adhérez aux valeurs du mouvement, sachant que nous sommes un mouvement qui se veut safe. Donc, on a vraiment besoin de savoir que tout le monde remplit ces valeurs. Sinon, vous avez déjà, par exemple, différentes initiatives comme ce webinaire. Vous avez des activités que nous faisons dans les différents pays. Et je pense que la manière la plus facile aussi, c'est de soutenir l'ensemble de nos campagnes de communication que nous faisons sur les réseaux sociaux. Et nous sommes vraiment transparents et toutes les activités ou toutes les initiatives, nous les communiquons à l'extérieur et à l'ensemble des membres du mouvement. Donc, abonnez-vous à toutes nos plateformes et je pense que vous n'allez pas rater en fait ces différents appels et ces différents moyens de pouvoir travailler avec le mouvement. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kana. Je pense que Mme Rita Kansou a eu des éléments de réponse. Et tout en essayant d'apporter des éléments de réponse aux questions qui nous ont été posées, il y a une question qui demandait si, quand par exemple on favorise les avortements sécurisés, quand on prend par exemple le contexte africain, est-ce qu'il n'y a pas un laisser-aller? Est-ce que ce n'est pas une forme de pouvoir promouvoir l'avortement qui parfois ou dans un passé très récent était considéré comme un sujet tabou? Et c'est ce que demandait Mme Rita Kansou. Je voudrais demander à nos panélistes de pouvoir apporter des éléments de réponse. Il y a le docteur Toubeto qui peut nous aider. Est-ce qu'il est avec nous? Allô, Oui, allô, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous aider par rapport à cette question de Mme Rita Kansou? Elle demandait si le fait de promouvoir l'avortement sécurisé, est-ce que ce n'est pas une forme de promotion en griffe de l'avortement à tout bout de champ et quand même permettre aux filles de faire de n'importe quoi? Elle demande s'il n'y a pas de laisser aller à propos. Ok, merci beaucoup, Monsieur Giscard. Et je pense que sa préoccupation, elle est légitime et ça a toute son importance. Mais nous devons comprendre aussi que c'est justement ce pourquoi cette décision est encadrée aussi souvent par des lois. Dans la plupart des pays où c'est autorisé, et justement, nous voulons quand même que ce soit généralisé. Et pour la plupart, c'est encadré par des lois. Je prends l'exemple du Bénin. Il y a la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021. Je pense que le juriste, peut-être, il va y revenir pour mieux peut-être édifier nos participants. Et donc, ça encadre les conditions dans lesquelles vraiment il faut pratiquer. C'est vrai, c'est autorisé, mais ce n'est pas donné juste parce que je tombe enceinte, je ne le désire pas ou pour n'importe quelle raison, non. La priorité avant tout est donnée à la femme, bien sûr, et aux conséquences que cela pourrait avoir sur elle et tout ça,
et que ce soit des trucs matériels, sa santé et tout ça, tout est pris en compte, l'état même de l'enfant aussi et les conditions de vie, tout est pris en compte pour pouvoir autoriser ou non l'avortement. Et tant que c'est fait dans ce cadre-là et on associe beaucoup plus des professionnels de santé, je pense qu'il n'y a pas de risque que ce soit quelque chose genre que nous rentrions un peu dans du désordre, dans le griffe, si on peut le dire. Tout est encadré pour que ça se fasse dans les normes. Et c'est pourquoi c'est toujours conseillé à toute personne désireuse de ces soins de se rapprocher de professionnels qui ont tout le nécessaire pour vraiment réaliser et pratiquer sans conséquence. Et il faut savoir qu'avant tout avortement, il y a toujours le soutien psychologique avant et après. Ça, c'est capital. Je pense que le psychologue pourra vraiment aussi revenir sur ces données-là. Donc, ce n'est pas que on autorise pour que tout le monde s'y adonne comme on le veut et c'est bien dit dans la loi que ce n'est pas une manière de limiter des naissances ou bien de contrôler des naissances aussi. Jamais on ne le fait dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment quand c'est nécessaire, quand c'est obligatoire que ça se fait pour vraiment sauver plusieurs vies. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait dans la vie, en réalité, c'est on voit le risque, on voit au fait les bénéfices et le risque et on essaie de peser qu'est-ce qui gagne le plus. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense rassurer celle qui a posé cette question-là que vraiment, ça se fait dans les normes. Et on doit pouvoir promouvoir ça parce que ça sauve beaucoup de vies. Le fait de rendre ça tabou, ça amène beaucoup de dangers, de problèmes. Parce que beaucoup sont ignorants quand on ne parle pas de ça, quand on n'autorise pas, les gens font recours à l'avortement clandestin qui nous crée plus de dangers que ça. Parce que à défaut peut-être de perdre peut-être un être, ben, nous perdons plusieurs êtres et même avec beaucoup de conséquences. Donc voilà un peu le cadre dans lequel tout ça est fait. Et si les autres panélistes ont des apports, franchement, ça peut aider. Donc, c'est ce que je pense de la question. Je vous remercie. Ok, peut-être que moi, je vais ajouter aussi un élément. Allô, Giscard? Oui. Rapidement. Oui. Giscard? Oui. On va y aller avec Oui. M. Aziz rapidement. Oui. Et je vais aussi donner la parole à Mme Laurence qui a levé sa main également. Merci beaucoup. Je pense que par rapport à sa question, c'est l'éternelle question qui revient. Hein. Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte? On l'a vu avec la planification familiale. Est-ce qu'on parlait de cela? Je pense que c'est des questions qui touchent intimement à la personne d'abord. Ensuite, c'est des questions de santé publique. C'est des questions de santé publique sur lesquelles nous déjà, à notre niveau, si nous sommes les premiers à se poser ces questions, cela veut dire qu'il y a déjà des éléments limitatifs. Vous voyez, aujourd'hui, dans nos différents pays, nous avons déjà cette question d'avortement qui est intégrée dans nos politiques sanitaires. Aujourd'hui, par exemple, je donne l'exemple du Sénégal. Vous avez dans nos politiques protocoles et normes, vous avez la question d'avortement qui est prise en charge. Pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, le juriste me dira qu'il faudrait du temps pour l'encadrer, pour que l'autorisation soit pour des cas spécifiques, mais il faudrait qu'on tente déjà à un vaste programme de sensibilisation. C'est aussi refuser la prise en charge holistique des violences basées sur le genre, le cas des viols, le cas des incestes, etc. Mais aussi, c'est aussi refuser l'information aux adolescents et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc, si ces jeunes-là ont, madame, je pense qu'on n'aura pas à peut-être de leur demander est-ce que ce n'est pas une porte ouverte ou pas, parce que même ces filles qui sont souvent victimes de violences n'ont pas l'information, ni elles, ni leur famille. Donc, paradoxalement, dans nos pays, toutes nos politiques et non-protocoles en matière sanitaire érigent ça comme ça. Donc, je pense que c'est bien de poser à nouveau cette question, mais c'est de dire aussi qu'est-ce que nos États font à travers ces politiques-là qu'elles définissent et mettent en place par rapport aux communautés. Maintenant, il y a un vaste programme qu'il faudrait que nous, société civile, à côté de l'État, que nous puissions donner l'information sur tout ce qui touche aux questions de santé sexuelle. Le grand débat pour moi, c'est ça. Parce qu'une fois que les filles parleront, ou les femmes parleront, on dira non, c'est la débauche, excusez-moi de l'expression, c'est le laisser aller. Or, ce sont ces victimes-là qui reviennent. Tout à l'heure, dans mon intervention, je parlais même de ces inégalités de genre. Comment aujourd'hui, dans nos pays, nous voulons réduire ces inégalités de genre-là et ne pas s'adresser à ces questions de santé sexuelle dans nos communautés les plus lointaines. Voilà ce que je vais vous dire par rapport à ça. Je pense que l'un dans l'autre, c'est ce caractère paradoxal-là. D'une part, nos États ratifient les conventions, mettent des politiques sanitaires liées à l'avortement, et de l'autre côté, on nous dit non, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte?
Donc, en ce moment, on se pose même la question, qu'est-ce que nous voudrions? Voilà ce que je veux dire par rapport à ça, et merci. Merci beaucoup, M. Aziz. Très rapidement, nous allons donner la parole à Mme Laurence, qui va aussi faire un apport de solution à la question qui nous est posée. Très rapidement, Mme Laurence, vous avez la parole. OK, moi, je vais plutôt aborder l'angle où la participante demandait est-ce que ce n'est pas un laisser-aller ou une porte ouverte au désordre concernant les jeunes filles. Alors, je vais juste dire que l'interruption volontaire de grossesse est autorisée, comme l'a dit le docteur, avec 12 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire pas après. Et l'autre chose, il peut y avoir des cas où, par exemple, les filles ont subi des viols et des traumatismes peuvent en découvrir après et elles vont traîner ce choc-là tout au long de leur vie. Donc, l'autre cas aussi, c'est que même si elles n'ont pas été violées, elles sont peut-être enceintes et il y a peut-être une malformation qui est là. Donc, c'est une grossesse à risque. Il faut aller à l'avortement sécurisé. Et il faut aussi pratiquer l'avortement sécurisé lorsque l'enfant à naître est atteint d'une infection particulière. Donc, comme ça, on ne peut pas dire que c'est une porte ouverte pour laisser aller. Voilà, c'était mon ajout. Beaucoup. Merci. Rapidement également, monsieur Landry Adelakou va nous faire aussi son apport, très rapidement. Merci beaucoup. Je fais mienne tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs et en complétant bien sûr que nous avons présenté tout à l'heure le cadre légal et juridique. Nous avons dit qu'au niveau du protocole de Maputo, il y a des exigences et les conditions sont claires à ce niveau pour recourir à l'avortement sécurisé. Et c'est ce qu'elle vient de dire tout à l'heure et le docteur aussi l'a dit. Et lorsque nous sommes en situation de viol, lorsque nous sommes en situation d'inceste, lorsque nous sommes dans une situation où la santé de la femme, donc de celle qui est enceinte, pourrait en pâtir, la santé ou la vie pourrait en pâtir, lorsque nous sommes en situation où l'enfant à naître aussi pourrait présenter des difficultés extrêmes, donc pour vivre. Nous avons ça dans le protocole de Maputo. Il faut dire que dans la plupart des législations, ces conditions-là ont été ramenées. Et c'est ce que d'ailleurs le Bénin a fait avec la loi adoptée en 2003 sur la question. Et par extension, en 2021, avec la loi qui a été rappelée par le docteur, donc du 20 décembre 2021, le Bénin a ajouté d'autres conditions, notamment en disant que lorsque la grossesse peut créer une question, par exemple, de détresse émotionnelle, de détresse matérielle ou économique à la femme peut solliciter, peut demander une interruption volontaire de grossesse. Et tout à l'heure, ma prédécesseure l'a ajouté que malgré encore ces conditions, même si on peut dire que c'est une extension, mais on a précisé que pas plus de 12 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas un champ libre. Il y a eu des ouvertures, mais au même moment, il s'agit des ouvertures encadrées. Mais je voudrais aussi préciser que l'on ne se lève pas pour aller dire que oui, je veux faire une interruption volontaire de grossesse. Il a été dit que l'interruption volontaire de grossesse, donc l'avortement sécurisé, ne peut être autorisé que par un médecin. Et il y a eu même des situations où on a fait entrer le juge dans l'autorisation à avoir avant de recourir à l'avortement sécurisé. Et aussi, vous allez voir que s'agissant des mineurs ou des majeurs incapables, on est encore arrivé à faire intervenir des parents et aussi des juges à ce niveau-là. Donc, assez de verrous qui ont été proposés, qui ont été quand même prévus à ces différents niveaux. Mieux, la loi va dire que l'avortement sécurisé n'est pas une méthode de contraception. La loi l'a dit et est claire. Donc, il ne faut pas choisir l'avortement en pensant que c'est une méthode de contraception. Encore que c'est un agent assermenté sur une liste prévue par les États, donc en ce qui concerne le Bénin, par l'État béninois, dont il y a des gens agréés pour le faire. Cela ne voudrait pas dire que tous ceux qui ont ouvert des centres, tout ça, sont réputés ou bien sont autorisés à le dire. Et on vous dit encore que l'agent qui a été sollicité pour pratiquer l'avortement sécurisé peut s'en décharger pour des questions de conviction, à charge pour lui de notifier, et comme l'a dit d'ailleurs le docteur, et de référer l'intéressé à quelqu'un d'autre. Et vous irez encore loin sur la préoccupation de madame, je comprends parfaitement.
pour se dire, est-ce que nous ne sommes pas en train de vouloir dire à tout le monde, désormais c'est ouvert, allez-y vers l'abonnement sécurisé. Les normes sont claires, ce n'est pas cela. C'est ce qui va faire que la législation en ce qui concerne le Bénin encore va dire que toute personne qui se hasarderait à faire la promotion par écrit, par propagande ou encore par émission d'opinion en public pour dire allez-y, allez-y, venez faire. L'avortement sécurisé est passible des peines d'emprisonnement. Je pense que je l'ai dit dans ma présentation sans aller trop au fond. Donc, c'est pour vous dire que le fait de vouloir faire la promotion, en réalité, la propagande de l'avortement sécurisé est une infraction pénale. Donc, voilà un peu des encadrements qui ont été prévus, mais il faut juste avoir en présence à l'esprit que les raisons qui ont été évoquées pour aller là sont des raisons connues. Il faut que nous puissions éviter les avortements clandestins parce que en réalité, c'est ce qui est dans notre société. Tout le monde se cache pour le faire et cela a plus de complications que lorsque l'État, que lorsque les agents assermentés, agréés le font. Mais ce n'est pas une ouverture, cela a été encadré. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci beaucoup à vous. Nous sommes un peu poursuivis par le temps, mais nous allons aborder, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à la question de M. Kokou qui demandait les impacts ou les conséquences psychologiques sur une personne qui a subi un avortement sécurisé. Bien qu'étant sécurisé, rassurez-vous, on a les conséquences, hein. Il y a les conséquences positives comme les conséquences négatives. Par exemple, une femme qui a subi un avortement sécurisé, il y a d'abord le sentiment de soulagement parce que celle qui est allée vers l'avortement sécurisé, c'est sûrement parce qu'elle a envie de vivre sa vie pleinement et donc voudrait se débarrasser de cette grossesse. Elle est peut-être non désirée, elle est peut-être l'effet d'une violence sexuelle. Elle est, en tout cas, cette personne a décidé d'interrompre de façon volontaire cette grossesse-là. Donc, cette personne-là se sent soulagée. Mais dans le même temps, on a les conséquences négatives, par exemple, le sentiment de tristesse. Quand, par exemple, c'est une personne qui a une foi religieuse assez poussée, elle se sent dans la culpabilité. Dans la culpabilité parce que pour elle, c'est, voilà, j'ai interrompu une vie, je me suis fait avorter, je ne sais pas ce que cet enfant-là veut m'apporter dans le futur et tout. Donc, c'est un sentiment de culpabilité dans lequel cette personne-là vit de façon incessante. Et cette personne également peut sombrer dans la dépression. La dépression revient toujours parce que quand on est dans un état de stress, dans un état d'anxiété, dans un état de perte d'estime de façon permanente, on tombe dans la dépression. Voyez-vous? Donc, voilà un peu ce de quoi il s'agira de façon globale quand on va, par exemple, aborder les effets, les impacts psychologiques sur le plan de la santé mentale. Voilà. Donc, je voudrais quand même, voilà, nous avons encore quelques spectateurs qui demandent à prendre la parole, mais nous sommes malheureusement limités par le temps. Nous allons donner la parole à M. Carnat de pouvoir clôturer ce webinaire. Si c'est bien possible. M. Carnat est là? Est-ce que M. Carnat est là? Oui, je suis là, mais je pense qu'on peut avancer. Là, on a vraiment pris beaucoup de temps sur la question et puis on a largement dépassé le temps, donc on peut avancer. Alors, est-ce qu'on peut quand même prendre encore une ou deux questions où on va faire la clôture directement? Allô? Allô, Monsieur Carnat? Allô? Oui, Allô? Monsieur Ben. Oui, je crois que nous aurons d'autres occasions pour aborder encore, cette thématique-là. Vu que là, nous sommes à 13h02, je crois qu'on peut mettre un thème à OK. cette activité.
Et les Oui, discussions aussi pourront se poursuivre, hein, puisque la plupart des panélistes, je crois que les panélistes ont laissé leur contact. Donc, je crois que les discussions pourront continuer. Ok, je voudrais quand même Boss. remercier, avant de vous laisser la parole, je voudrais remercier de façon très sincère tous les participants à ce webinaire. Je veux nommer les spectateurs comme les panélistes. Merci pour vos brillantes interventions qui nous ont réellement permis de comprendre, d'aller de fond en comble sur le sujet sur lequel nous avons débattu. Merci infiniment à vous tous. C'était M. Giscard Adiapo, psychologue, et je suis très ravi, très content. C'était un plaisir pour moi d'être le modérateur de ce webinaire. Alors, M. Ben, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup à vous, M. Giscard, pour la modération. Merci également à tous les participants, également à tous les panélistes pour la disponibilité et l'engagement pour une cause noble. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir sauver des vies. Je voulais également vous remercier le mouvement Audace pour l'accompagnement et souhaiter un excellent après-midi à tous et également vous inviter parce que nous aurons d'autres webinaires auxquels vous serez conviés. Donc, restez mobilisés à l'écoute. Merci beaucoup et bien à vous. Merci infiniment à M. Ben, merci à tous les participants. Je pense que le temps de donner quelques contacts, on va laisser nos mails à tous les participants à ce webinaire et ça va faire à très bientôt.